Challenge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous avez déjà vu sur mon ancienne chaîne YouTube, mais comme je lui ai dit, je vais le réinviter parce que l'actualité fait que peut-être qu'il y a de nouvelles choses à nous raconter. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Ragnar. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Salut à tous, moi c'est Ragnar. Donc, je suis catcheur depuis 2023, avril 2023 précisément. Donc, comme l'a dit Dylan, on avait fait une précédente vidéo. Donc, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont suivi sur mes réseaux grâce à Dylan. Je te remercie. Et par la suite de la vidéo, vous allez voir entre l'interview précédente et l'interview actuelle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui vont arriver. En tout cas, si j'ai pu t'aider sur certaines choses, ça me fait plaisir. La première question, c'est la même question que je t'ai posée la dernière fois, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, tu vois, à la télé, à l'école, bref, ton premier contact avec le catch, comment ça se passe? Mon premier contact avec le catch, c'était sur NT1. C'était les tout premiers matchs quand il y avait encore Goldberg en activité. C'était les matchs, tout ce qui était les matchs NWO, les Goldberg, les Hulk Hogan, les Stone Cold. Donc ça fait un petit moment déjà, mais j'ai dû commencer en 2006, un truc comme ça. 2006, 2007, commencer à regarder tranquillement. Et puis le truc qui a fait que j'ai vraiment commencé à commencer le catch, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, j'avais 2023, pardon, précisément jusqu'en mars 2023, j'avais pas eu l'occasion de commencer. À partir de ce moment-là, quand j'ai pu avoir l'occasion, grâce là où je suis actuellement, j'ai saisi l'opportunité. Et c'était surtout grâce au catcheur John Cena, malheureusement, qui a pris sa retraite. Les Randy Orton et les Edge qu'on fait que j'ai mis le pied dedans, j'ai mis le pied à l'étrier, puis je me suis lancé dedans, quoi. Voilà. Ok, en plus c'est la bonne, pour nous en tout cas c'est la bonne époque, hein, pour ça certains c'est les années 80, mais nous génération NT1 c'est une très 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 bonne époque. Tu te rappelles un peu du premier match que t'as vu, où ça remonte vraiment à longtemps, parce que tu nous parlais tout à l'heure de Goldberg. Est-ce que c'est vraiment le premier catcheur que t'as vu, ou juste parce que c'est un de tes catcheurs préférés? Mes tout premiers matchs, un des premiers matchs qui me revient le plus en tête, c'est le match, je crois que c'est le Jeff Hardy Randy Orton, où la plupart vont se rappeler, où Jeff Hardy monte dans le décor et tout, et qui saute dans la fosse. Ok. Où ils sont obligés de détruire entre guillemets la fosse pour pouvoir dégager Jeff Hardy, qui est inerte sur Randy Orton. Donc c'est le tout premier combat qui me reste en tête. Après, j'ai eu les premiers DVD où il y a eu les matchs, tout ce qui était les Goldberg, The Rock, Hulk Hogan. Donc c'est là que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier à tout le 4 jusqu'à l'heure actuelle. Donc voilà. Et c'était pas aussi contre Rangerton, ou peut-être que je me trompe de match, hein, mais je sais qu'à un moment donné il y a eu aussi un LNSL match où justement Jeff Hardy saute de tout en haut de la cage, mais je ne sais plus si son adversaire c'est Rangerton. Donc c'est pour ça que en fait, en gros, quand tu m'as parlé de Jeff Hardy et justement j'avais ce segment là en tête, je pensais que c'était ce match là. Après je sais plus si c'était contre Rangerton ou non, mais en tout cas c'est vrai que c'était un segment qui avait beaucoup marqué à l'époque, mais c'est pas grave, hein, si c'est pas contre Randy Orton, parce que j'étais persuadé que c'était ça. Enfin bref, en tout cas, je regarderai et puis je marquerai si oui ou non c'est contre Randy Orton. Pareil, je voulais savoir, c'était quoi l'élément déclencheur qui justement tu t'es dit je vais me lancer dans le catch. Est-ce que c'est le fait que tu t'es dit pourquoi pas passer le cap? Qu'est-ce qui t'a fait justement passer ce cap?
le truc qui m'a fait passer le cap, c'est que un soir, j'étais sur la route et tout, et je regarde ma conjointe, je lui dis, vraiment, je me relance dans le catch et tout, que je me lance, parce que j'étais bien dans le catch, mais visuellement, pas physiquement. Et du coup, je regarde, je lui dis, faut vraiment que je cherche un club de catch dans le coin et tout, et puis, je trouvais pas, ça me sortait des noms sur Paris et tout, machin. Et, je regarde, ma conjointe regarde sur internet et tout, et elle trouve un club de catch dans la région et tout. Elle me dit, bah, prends contact avec ce club-là et tout, et tu vois ce qu'il te propose. Donc, du coup, suite à ça, bah, à mon temps, je prends le contact avec le président. Il dit, on a un gala tel jour, viens le voir. Et à partir de ce moment-là, on avisera et tout. Donc, j'y vais et tout, je regarde le tour et tout, et puis au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais quand j'ai vu ce qui se passait, au bout d'un moment, je me suis dit, il n'y a pas, y a pas à chier, faut se rendre dedans, faut que j'y aille et tout, ça. Du coup, le show se passe et tout, je suis très fini d'impatience. Et le show se termine, je vais voir le président et tout, je lui demande les renseignements qu'il faut, et j'avais 3 séances d'essai. Donc du coup, le week-end qui suivit, j'y retourne. Je fais ma première séance d'essai et tout. Il me demande si ça m'a plu, je lui dis oui et tout. Et c'est là qu'il me demande si je voulais revenir. Et puis, directement, je lui dis, bah, je ne veux pas revenir, mais je vais signer les papiers tout de suite. Donc voilà. Donc, on a signé les papiers, j'ai signé ma licence et tout. Et puis depuis le premier entraînement, donc depuis mars-avril, j'ai une date, un truc sur la date, pardon. Je suis justement dans ce club à l'heure actuelle. Et j'ai bien évolué. Je remercie encore mon président à l'heure actuelle de m'avoir de m'avoir recruté dans le club. T'étais beaucoup stressé le fait de te lancer dedans parce que c'est vrai qu'en général on a une image en particulier du catch, notamment tu parlais tout à l'heure avec le segment de JFRG et tout. Comment tu as géré ça, cette pression tu le gères comment cette pression quand tu te lances justement dans le catch? Bah, la pression au début, la pression au niveau entraînement, j'en avais pas jusqu'à premier gala que j'ai eu. Le premier entraînement, ça allait. Après, mon président qui me disait bon, faut que tu fasses une chute arrière. Je l'ai regardé, j'étais là, oui, d'accord, tu me demandes de chuter en arrière, je l'ai jamais fait. T'as le cerveau qui se bloque. Bon, du coup, tu le fais avec du mal, mais ça se fait. Après, il te dit, vas-y, tombe en avant. Un truc qu'on fait pas tous les jours, bah, le cerveau se bloque. Et puis, ouais, 2 semaines après, c'était devenu naturel, mais là, le premier stress, le bon stress qui était venu, c'était mon premier show, un Rochefort contre mon président. J'ai eu du mal à gérer mon stress parce que je ne savais pas du tout comment le gérer. Et au final, c'était un stress positif et du bon stress. Et à l'heure actuelle, le stress est toujours là. Et puis mon président m'a dit, le jour où tu n'as plus de stress, commence-toi à poser des questions. Donc voilà. Mais sinon, quand j'ai vraiment trop de stress, je me mets dans ma bulle, je me refais mon match, je me mets dans ma bulle, et puis voilà. Mais c'est rare que j'ai vraiment trop de stress. Généralement, j'arrive à le canaliser. C'était quoi la chose la plus compliquée pour toi à tes débuts? Tu parlais tout à l'heure d'une chute arrière où tu n'arrivais pas, ce qui est normal. Hein, on n'a pas tous l'habitude et on ne fait pas tous des chutes dans la vie quotidienne. Mais c'était quoi la chose la plus compliquée que tu as remarqué à l'entraînement? Les premières, au début, le premier entraînement que j'ai eu du mal, malgré qu'il y ait eu le tapis, c'était, ouais, comme je te disais, les chutes arrière. Savoir que tu devais chuter en arrière malgré le tapis. Ton cerveau savait que tu n'avais personne derrière, hormis un tapis. Malgré, je sais pas comment l'expliquer, mais malgré le tapis, ton cerveau te disait, bah non, en fait, tu le fais pas, tu ne l'as jamais fait, fais-le pas, quoi. Et du coup, faut réussir, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, le truc, c'est qu'il faut réussir euh, à vaincre la peur. Et il faut aussi, entre guillemets, contraindre, je sais pas si c'est le terme, mais contraindre son cerveau à faire une chose qu'on n'a jamais fait. Et surtout, aussi apprendre à faire confiance à la personne. Si la personne vous le dit et que vous donne les accessoires, par exemple là, le tapis, et vous dit chute en arrière sur le tapis,
Et s'il vous donne tous les éléments possibles pour faire en sécurité, faites confiance. Mais pour ma part, c'était vachement compliqué la première semaine, premier week-end que j'ai fait mes entraînements, c'était super compliqué. Après, c'est devenu plus en plus facile. Là, à l'heure actuelle, on s'améliore tous les jours, donc par moment, je vois si je vais pas régulièrement aux entraînements, j'ai un peu de mal, mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc les réflexes font que le cerveau, en fait, il est plus bloqué par dès que je dois chuter en arrière, bah bim, je le fais, j'ai plus le cerveau qui vient à me mettre un stop, à me dire non, tu le fais pas. Le cerveau, maintenant, il réfléchit plus, il le fait, et puis il est terminé, quoi. T'as été bien accueilli, toi, à tes débuts, parce que, comme je disais tout à l'heure, arriver dans un monde où on ne connaît pas, parfois on a peur. L'accueil, c'est aussi la chose la plus primordiale. Est-ce que ça s'est bien passé, toi, ton accueil au tout début? Moi, mon accueil, ça s'est super bien passé. On n'était pas beaucoup au début quand je suis arrivé. Donc, les catcheurs où je suis, que j'ai connus au début, m'ont mis en confiance directe. Donc, il y a eu une super ambiance directement. Et puis, comme ils m'ont dit, tu viens d'arriver, tu verras ici, avec le temps, c'est comme une deuxième famille. On se prend pas la tête et t'es là pour passer du bon moment. Donc, je te prends pas la tête. Donc, ouais, j'ai super accueil et puis ça s'est bien passé, quoi. Tu vois, en général, on prend des décisions dans la vie, puis après, on se rend compte que finalement, c'était pas les bonnes. Qu'est-ce qui t'a fait justement continuer le catch au niveau des entraînements? Parce que tu aurais pu très bien arrêter au bout de un mois ou deux. Qu'est-ce qui t'a fait? C'est quoi, tu dirais, c'est ta persévérance, ta curiosité? Qu'est-ce qui t'a fait justement continuer euh, dans les entraînements et après à devenir catcheur? Le truc qui a fait que j'ai continué, déjà, c'est ma persévérance, que je suis une personne qui persévère. Quand je veux quelque chose, je finis généralement par l'avoir, je me débrouille pour l'avoir. Et c'est que c'était un rêve depuis tout petit de faire du catch. Et j'en avais fait la promesse à mon père quand j'étais gamin. J'avais regardé le catch devant l'ordinateur qui était à côté de moi et je lui avais dit, ça sera un rêve pour moi de catcher et si je peux en faire ma passion, j'en ferai ma passion. Et je lui avais fait la promesse que je me donnerais tout le jour où je peux être catcheur, d'ouvrir la porte et de rentrer dans cette communauté de catcheurs qui est énorme. Il a pu justement, enfin, je sais pas si ton papa il est encore vivant, mais il a pu te voir en tant que catcheur ou pas du tout? J'ai, j'ai, j'ai de la chance à l'heure actuelle, je touche du bois. J'ai pas de bois autour de moi, mais je touche du bois, il est encore parmi nous à l'heure actuelle. Et j'ai eu la chance de l'emmener au tout début de mes premiers shows, donc ça doit être à mon quatrième ou cinquième show que je faisais, troisième je crois. J'ai eu le plaisir et la surprise, je m'y attendais pas, de le voir au premier show, me voir catcher officiellement et à la fin du show j'ai eu le plaisir de le voir dans le public, quoi. Donc Une, ça a été fier- une fierté pour toi d'avoir un membre de ta famille comme ça, parce que tu vois, en général, parfois, je sais pas si ça a été le cas aussi pour toi, mais tu sais, un peu, enfin, le fait de discuter avec tes collègues et tout, je pense que tu as dû aussi remarquer que parfois, tu vois, il y en a avec qui c'était beaucoup plus compliqué, tu vois, au niveau familiaux et tout, le fait que, bah, parfois, tu vois, il y en a qui s'acceptaient pas, il y en a qui, tu vois, enfin, qu'ils n'étaient pas encouragés par leurs parents, donc du coup, bah, quand ils ont dû être livrés à eux-mêmes ou alors se débrouiller soi-même pour se lancer vraiment dedans, bah, ça a été compliqué. Toi, tu parlais de ton papa, tu disais tout à l'heure que, bah, justement, t'as fait ça pour lui. C'est important pour toi d'avoir les membres de ta famille derrière toi. bah, c'est important et puis c'est depuis tout petit ils savent que je suis fan de catch donc ils ont toujours su que le jour où je pouvais être catcheur bah que en fait je le ferais et le jour où ils m'ont fait la surprise en fait de venir sur le coup j'étais dans mon combat donc j'ai pas fait spécialement attention et de les voir ce jour-là dans le public ouais ça m'a fait super plaisir et puis j'espère que ça se reproduira d'ici là, quoi.
Une maman très protectrice, est-ce que tu dirais que ta maman, elle est protectrice? Parce que c'est vrai qu'en général, c'est peut-être pas longue date de voir bah, justement son fils ou sa fille hein, se faire défoncer la gueule et encourager ça. Comment réagit ta maman quand tu l'as dit, bah voilà, je me lance dans le catch? Comment elle a réagi lors de ton premier combat? Elle a bien réagi parce que elle a vu que elle a vu ce que je valais et puis elle sait que je fais ça en sécurité. Donc elle a vu qu'après à la fin du show j'étais pas blessé, que j'étais encore sur mes deux jambes, que j'étais entre guillemets en capacité j'étais normal quoi, j'étais en capacité de répondre, qu'il y a eu pas eu de grosses blessures. Donc voilà, mais oui même si elle me le dit pas, je sais qu'il y a toujours comment dire, cette petite impression de maman de voir son fils blessé, de risque qu'il se fasse mal, qu'il puisse pas se relever et tout. Quand, des fois, quand j'en parlais avec mon papa, que je lui disais qu'il y avait tel ou tel superstar qui se blessait, qu'il avait eu ça et qu'il pourra pas recatcher pendant tant de temps, même elle était choquée, même si elle n'était pas le catch en fait, si, ça ne l'intéresse pas plus que ça, j'arrive plus à trouver mes mots. Si ça ne l'intéresse pas plus que ça, elle s'intéresse quand même parce qu'elle voit que je suis dedans, mais en fait, dès que je parle d'une superstar qui est blessée, ça m'intéresse. C'est comme ça, mais je sais très bien qu'elle aimerait pas que ça m'arrive. Donc, Quelque chose qui est compliqué quand t'as des enfants, c'est le fait de lui dire je t'aime. Est-ce que par exemple tes parents ils ont déjà dit je suis fier de toi ou c'est quelque chose qui est compliqué à dire? Est-ce que t'as déjà entendu je suis fier de toi mon fils pour le parcours que t'as accompli et pour ce que t'as fait? Justement, on va revenir sur le premier combat que j'ai eu. Le premier combat que j'ai eu et tout, j'ai pu voir mes parents souriants et me dire félicitations, bravo. C'est bien, tu t'es bien défendu. Donc, voilà. Voir mon père le sourire et me dire ça avec mes parents, avec ma mère, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, j'ai pu rendre mon père souriant lors d'une soirée, donc ça m'a fait vachement plaisir. Je suis pas quelqu'un de très émotif, mais juste voir les gens comme ça, je suis pas émotif, mais juste ressentir ce que les gens montrent, ça me fait clairement plaisir. Et puis j'espère au plus vite, plus rapidement que ça se reproduira, que ma famille ou mon père puisse revenir sur l'un des shows, quoi. C'est important. Comme je disais tout à l'heure, avoir ses parents aux côtés de soi, c'est extrêmement important. Avant de revenir au niveau de tes matchs, j'ai envie de parler un petit peu de la construction de ton personnage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour les gens qui auraient oublié comme moi, parce que tu sais, j'ai dormi depuis, puis on va pas se mentir, ça remonte à trois ans, je crois, ou un peu plus, qu'on avait fait l'interview, donc ça remonte. En plus, je crois que c'était bien avant le Covid, hein, ou bien après, enfin, je sais plus, enfin bref, ça remonte, je crois que c'était vraiment même, encore une fois, à tes tout débuts. Bref, comment... comment ça a commencé pour toi ce personnage, de quoi tu t'es inspiré, bref, je veux tout savoir. Le truc, c'est que ça a commencé lors de mon premier show face à mon président. J'avais un personnage qui s'appelait Steve Case. Steve Case, parce que de base, mon prénom c'est Steven, donc du coup, je cherchais Steven en anglais, c'est Steve. Et Case, parce que dans le jeu WWE, en deuxième nom, t'as Case, donc je trouvais ça bien. Et après, j'avais pas spécialement trouvé de, de raison, je sais pas, c'est pas une raison, mais le style du personnage, en fait, Steve Case, j'arrivais pas à lui assigner un style de catch et tout. Donc je l'ai gardé pour un show et tout. Entre temps, suite à ça, je suis sur la série et tout, Netflix. Il y a la série Viking qui est tombée, donc du coup, au début, ça m'intéressait pas trop. Et plus ça avançait, plus je m'intéressais. Puis là, il y a un mec qui sort du lot, Ragnar Lodbrok. Bon, ok, machin. Et puis je le vois et tout, je le vois crâne rasé sur les côtés, cheveux longs, grande barbe. Je fais, putain, je fais la barbe, j'ai déjà et tout, machin. Et mon ex-conjointe, à l'époque, elle me regarde, elle me fait, putain, Ragnar, ça pourrait être toi et tout. Je fais, comment ça? Elle me fait crâne rasé sur les côtés, la barbe, tu l'as déjà, un peu.
coupes sur les côtés, tu te laisses pousser les cheveux, et tu pourrais limite t'appeler Ragnar, tu vois, à voir et tout. Le temps se passe et tout, et puis on se fait une elle avait les cheveux rouges, et puis pour déconner, à un moment, involontairement, elle met les cheveux rouges. Bon, bah, je suis vas-y, hein, foutu pour foutu, fais-moi les cheveux rouges. Et puis, je fais mes cheveux rouges, le temps se passe, vient le premier show. Ok, bon, bah, non catcher, Ragnar, ok. Et puis, j'avais toujours pas le type de catcheur que c'était. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, d'accord. Je regarde la série et je commençais à essayer de regrouper la série et le perso. Et là, à l'heure actuelle, j'ai réussi à mettre un type de catch sur le personnage Ragnar. Donc, du coup, Ragnar, c'est un gars cogneur qui veut récupérer des territoires et qu'on veut toujours plus. Et surtout qui a besoin d'une famille. Donc, du coup, j'avais une famille, ma famille s'est détruite. À l'heure actuelle, j'ai réussi à avoir un petit de mon côté. Donc, j'ai réussi à avoir un poulain de mon côté. Donc, j'ai un peu une fierté. Et le petit poulain s'appelle Ivar. Donc, voilà. Ivar, Ragnar. Donc, voilà. Donc, bien fier de m'appeler Ragnar sur les shows. Et je continue à me laisser pousser les cheveux. Donc, au début, je sais pas si tu te rappelles, j'avais pas les cheveux aussi longs, mais ça pousse. Doucement, ça pousse. Donc voilà. Mais je sais pas encore si je vais me mettre des dreads et tout, mais je pense que laisser pousser au naturel. Il y en a beaucoup qui sont surpris à l'heure actuelle, qui m'ont vu au début, qui sont venus me voir à l'heure actuelle, ils m'ont dit entre le Ragnar d'avant et le Ragnar de maintenant, t'as bien changé, t'es devenu encore plus méchant. Je fais c'est le but, et vous serez pas déçus parce que j'étais encore plus méchant. Bah c'est bien comme ça, tu vois, au moins, tu vois, il y a une évolution et c'est bien parce que tu vois, c'est un peu, tu vois, ce qu'on recherche à évoluer, que ça soit positivement ou négativement. Comme ça, au moins, quand tu évolues et que tu vois que bah, des gens qui t'ont connu à tes tout débuts jusqu'à là maintenant et qu'ils ont vu une différence, c'est que tu as bien fait les choses. Parce que si s'ils ont dit ouais, bah c'est exactement un copier-coller. Bon, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu t'es gouré quelque part, donc du coup, tu devrais être fier de toi. Tu disais tout à l'heure que justement, on en apprend tous les jours, et je suis entièrement d'accord avec toi, même les plus grands. Justement, je voulais savoir aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu devrais modifier ou améliorer dans ton personnage selon toi? Ce que je devrais améliorer déjà, c'est mon personnage. Toujours que je continue à être de plus en plus méchant. Parce que je trouve que à l'heure actuelle, je suis pas assez méchant, je suis encore trop gentil sur le ring. Et continuer à jouer avec le public. Ça commence à venir un peu plus avec les shows, mais je joue pas assez avec le public et je suis pas assez méchant avec mon adversaire. Je suis limite trop gentil en fait. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas être gentil. Enfin, j'aime bien faire mal. C'est méchant à dire, mais j'aime bien faire mal. Un personnage face serait pas fonctionné avec toi? Je, je, je sais pas, j'aurais pas réussi à être face. J'aurais pas chopé les bons trucs pour être face. Et j'ai toujours voulu être méchant sur ring. Et c'est, ça m'est toujours venu, comment dire. Le premier show que j'ai fait avec mon président, je voulais être méchant, mais en fait, j'avais pas les bons trucs pour être méchant. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que je sois méchant. Face, c'est pas possible. Il, c'est plus, ça me correspond plus, quoi. Et j'aime bien me faire remarquer, j'aime bien me faire haïr, quoi. Mais face, non, non, le jour où on me dit, Ragnar, faut que tu deviennes face. Euh, ok, mais non, en fait. Bon, on verra par la suite de l'interview, mais pour faire court, j'ai été face quand j'ai été champion par équipe. Donc ça a fonctionné. J'ai été face, mais en fait, c'est pas malgré que je sois face, j'ai pas changé mon personnage, j'ai pas changé ma façon de catcher. J'ai toujours été aussi violent sur la ring. Donc, et pour les gens, s'ils veulent croire que je suis face, je les laisse croire. S'ils veulent croire que je suis heal, ce qui est le cas, je suis heal.
Mais en tout cas, moi, Ragnar, c'est un heal et ça, il ne le changera pas. Enfin, T'as un peu volé la phrase justement que je voulais te dire juste après. Comment tu réagirais si un promoteur te dirait bah voilà, je te vois face, bon tu vas devoir le faire avec, même si tu vois ça serait compliqué. Et en plus, tu vois, c'est bien aussi parce que toi, tu vois, t'as pu voir un peu les deux facettes. Le facette en premier qui était face, puis ensuite le facette après qui était heal. Et si tu te sens mieux dans ce développement-là de heal, j'ai envie de te dire, bah, continue là dedans, fais les choses où on te déteste et tu verras que ça fonctionnera beaucoup plus facilement. Puis en plus, entre nous, on va pas se mentir, on sait très bien que heal, c'est 10 fois plus facile qu'en étant face. Donc voilà. Je voulais savoir, pareil, si jamais tu devrais nous décrire ton tout premier combat, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu en gardes quand même un bon souvenir ou pas? Comment ça s'est passé pour toi, ton tout premier match? mon tout premier combat, déjà, je rentre, c'était en plein air. Et je rentre et tout, il y avait du monde partout et tout. Donc déjà, le stress qui augmente d'intensité. Je monte sur le ring et tout. Fallait que je me rappelle de mon combat. Il y avait la foule, il y avait le stress. J'étais un peu perdu et tout, et j'étais un peu perdu sur le ring. Franchement, pour mon combat, ça va, j'ai réussi à amener le combat à son terme avec une victoire, mais c'était très compliqué le premier combat. Quand t'as jamais fait ça, qu'on te demande de faire un combat, puis toi, tout seul, tu dois gérer le stress, la réaction des fans, tu dois essayer de faire monter la foule, de jouer avec les publics. En même temps, tu dois te concentrer sur ton adversaire, tu dois te concentrer sur les prises, un peu lui faire mal et tout. C'est beaucoup de choses à prendre en compte, mais j'en garde un bon souvenir et j'en suis pas déçu. C'est ce qui m'a permis d'être encore meilleur aujourd'hui. Tu me disais tout à l'heure dans l'introduction qu'il y avait de nouvelles choses depuis notre dernière interview. Qu'est-ce qui a changé pour toi justement, bon, hormis d'avoir un peu plus de followers, des gens qui après l'interview sont venus justement, enfin, voir un peu ce que tu faisais, ce que tu proposais. Qu'est-ce qui a changé d'autre depuis notre dernière interview? Du coup, suite à ça, suite à la dernière interview, j'ai pris confiance en moi déjà sur le ring. J'ai été faire des stages de catch à l'extérieur. Pour ce qui concerne sur Paris, il y a la WPE, la Wrestling Progression. J'ai pu faire des stages avec CPF, pour ceux qui connaissent. Il y a Toxic Alpha, Heracles Smog. Il y a Griff, qui est connu aussi. Il y a Tony Leo. Il y a Panda, Guns Panda. Dernière en date, c'était Ren Leverkusen à Paris, qui est venu, qui a catché à la WWE, qui a passé les stages de la WWE pour catcher pour eux, qui est venu justement à la WPE lors d'un show, avant un show le soir, qui est venu nous faire un entraînement et c'est super intéressant. Donc voilà, au tout début, quand on avait fait la première interview, j'avais pas fait de stage encore, j'étais jeune dans le métier et là j'en suis au moins mon sixième ou septième stage. Le stage que je parlais justement avec Rennes Leverkusen date du 6 septembre 2025, donc c'était encore à peu près. Et il y a d'autres stages que je compte bien faire. Donc voilà. Il y a un énorme avantage, c'est que comme tu disais tout à l'heure, on avait fait une interview à l'époque, c'était vraiment à tes tout débuts et aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, on fait chier des éditeurs, mais les jeunes à leur dire faites des stages, des choses comme ça, améliorez-vous. Pourquoi les stages, selon toi, avec le fait que tu as pu faire, pourquoi c'est si important que ça de faire des stages? Ouais, c'est important de moi pour de faire des stages, c'est important que ça. Le fait que déjà c'est des personnes extérieures qui ont catché dans d'autres fédérations, qui ont catché dans d'autres pays, qui ont beaucoup plus d'expérience niveau catch.
que moi à l'époque lors de la première interview et à l'heure actuelle. Et du coup, ça t'apprend des nouvelles choses. Ça t'apprend à rectifier le tir sur certaines prises que j'ai bien vu aux entraînements, au stage que je faisais, qu'on fait partout dans les clubs. Mais nous, on le faisait pas de la même manière que eux. Et en fait, l'avantage, c'est de le faire dans d'autres stages. Tu apprends à le faire à la manière européenne. Que la manière européenne, il y a qu'une façon de le faire. Chaque prise a une façon de le faire. Il faut que tout le monde fasse la même chose. Si tu viens catcher aux États-Unis, ça sera le catch en mode européen. Donc, il faut t'adapter, il faut apprendre ce catch-là. Si jamais tu viens catcher à l'étranger pour pas être perdu pour pas être perdu le jour où tu as un match, genre aux États-Unis ou après je vais pas dire au Mexique, parce qu'au Mexique c'est de la lucha libre, donc c'est encore un autre style de catch. Mais genre, par exemple, je vais revenir à Ryan Leverkusen qui a catché aux États-Unis. Elle a une façon de catcher, et c'est la méthode européenne. Et moi, elle m'a repris. Et beaucoup du stage, elle nous a repris sur la façon qu'on s'y prenait, et ça n'allait pas. Donc, voilà. Ok, non mais c'est vrai, tu vois, c'est important d'entendre un petit peu parce que comme je disais, à chaque fois on dit tout le temps aux jeunes, tu vois, qui débutent, faites des stages où justement exportez-vous si possible, en tout cas apprenez autre chose et ne restez pas au même endroit. Et toi, comme tu le disais, bah tu vois, t'as pu apprendre de nouvelles choses et puis tu vois, c'est extrêmement important, tu vois, comme ça au moins t'arrives un petit peu à t'adapter à différents styles et ça c'est cool. On était en train de parler donc justement de ton tout premier match. Tu parlais aussi du stress. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que bah on quand même t'as fait plus d'un match, donc t'as quand même plus ou moins de l'expérience, hein, on en apprend comme tu disais tout à l'heure tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui t'as encore du stress avant de monter sur le ring? Et si oui, comment est-ce que tu l'évacues, toi? Est-ce que c'est un peu comme certains, comme ils sont passés ici, écouter de la musique? Est-ce que tu as un caleçon porte-bonheur? Bref, comment est-ce que tu évacues toi, ton stress? Moi, le stress, je préfère, c'est peut-être faux ce que je veux dire, je préfère le garder pour mon avant de monter sur le ring, ce qui permet de aussi me concentrer aussi sur mon match. Donc, du coup, ça me met de l'intensité avant l'heure pour mon combat et ça m'aide à me repenser, à réfléchir à mon match et tout, ce qui va se passer et tout, les moments importants et tout pour mon match. Et des fois, oui, des fois, ça m'arrive malgré le stress. J'essaye de le garder. Bon, des fois, c'est vrai qu'il part dès que je suis en fin de show. Et des fois, il part. Donc, du coup, je vais me mettre dans un coin, je m'occupe comme je peux, je mets de la musique, je lis, je regarde mon téléphone ou quoi. Mais dès que mon combat arrive, milieu du combat d'avant, le stress, je le sens qui remonte. Et c'est là que je sens que ça va être à mon tour. Et c'est du bon stress. Mais dire que j'ai pas de stress avant de monter sur le ring et pendant que je catch, le stress, j'en aurai toujours et je sais pas, mais je l'ai essayé, c'est pas en écoutant de la musique et tout qui partira. Donc, je préfère le faire comme je fais à l'heure actuelle, le garder et entre guillemets, travailler avec, faire équipe, faire copain-copain avec le stress et que me mettre d'accord avec lui, entre guillemets, en me disant, bon, le stress, tu restes là, moi je fais ce que j'ai à faire, et après sur ring, on s'associe, et puis on fait ce qu'on sait faire. Tu vas me dire, ça dépend aussi également dans quelle position tu es placé sur la carte, mais est-ce que parfois tu trouves que le temps est long? Tu vois, dans un show, parce que moi, je sais que parfois, alors pas dans tous les shows, sinon, tu vois, je serais un énorme menteur de dire ça, mais c'est vrai que parfois, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui casse les couilles, hein. C'est-à-dire, en gros, tu vois, j'aime bien arriver, genre, parce que j'ai toujours été ponctuel, hein, partout où j'ai été, et j'aime bien arriver, genre, parfois, tu vois, une demi-heure à l'avance et tout, bah, déjà pour être sûr de trouver un endroit
soit un pour se garer ou pour trouver où est la salle et tout, parce que parfois, tu vois, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais bon, bref, et puis après, on ne sait jamais, tu vois, de ce qui peut se passer sur la route, mais parfois, tu vois, des fois, quand je vois qu'on est à 5 minutes, quand on a 1 minute, parfois du show, bah, tu vois, enfin, je me dis, ça y est, tu vois, ça va commencer, puis c'est vrai que tous les 2-3 secondes, je suis là en train de regarder ma montre, et c'est vrai que quand tu vois que ça ne commence pas à l'heure prévue, tu vois, ça c'est quelque chose. Après, je me dis, bah voilà, tu vois, il a dû se passer quelque chose ou non, hein, pour que ça commence à l'heure. Parfois, des fois, comme certains promoteurs me disent, bah parfois, il n'y a pas assez de public qui souhaite avoir, donc du coup, bah ils attendent 5 voire 10 minutes, un peu plus, enfin, que l'heure de base prévue. Mais tu vois, des fois, moi, je me dis, t'imagines, parfois, t'as des gens comme moi qui arrivent soit parfois de loin, donc soit 1 heure et demie à l'avance, soit une demi-heure comme moi à l'avance. Est-ce que pour vous également, si en tant que catcheur, parfois le temps vous paraît long avant votre match ou après votre match? J'ai remarqué que le temps, ce qui me paraît long, je l'ai remarqué, surtout, je l'ai plus remarqué surtout quand j'étais champion pratique, c'est que vu que nous, on passait en dernier, du coup, on était le dernier match de la soirée, donc il y avait tous les autres matchs avant. Et ouais, le temps, il tournait, tournait, tournait. Tu te regardais, tu te disais, allez, d'accord. Allez, il reste pas de match, il reste pas de match, il reste pas de match. Donc, entre-temps, tu regardais les matchs. Entre-temps, il fallait te réveiller avec ton partenaire pour pas perdre le fil de ton combat. Il fallait se remettre, fallait penser aussi à ton combat, à tes prises et tout que tu allais faire. Mais savoir que c'était pas pour maintenant, quoi. Et, Mais et, ouais, et puis, excuse-moi, mais comme je voulais dire, excuse-moi de t'avoir coupé, puis en plus, tu vois, t'avais aussi une pression supplémentaire, parce que, certes, t'as l'opener de la soirée qui est là pour justement faire lever la foule. Donc après, tu vois, t'as les 3-4 matchs, tout dépend de combien il y en a durant la carte. Mais toi, qui est le main event de la soirée, bah déjà du terme, mais tu dois un peu te sortir les doigts du cul, parce que si le show n'a pas été si bon que ça, attendu, et que toi, entre guillemets, bah en gros, le show repose un peu sur tes épaules, bah t'as aussi le stress de bien faire, t'as aussi le stress aussi du match, donc parfois, tu vois, bah il faut savoir aussi énormément gérer le stress, ce qui est pas forcément évident pour tout le monde. Donc t'as peut-être parfois, je sais pas comment ça se passe, je sais pas si t'as eu ça et tout, mais si le show, tu vois, n'est pas comme le promoteur, tu vois, aurait souhaité qu'il soit, puis bah qui dégage malheureusement toute sa haine et toute sa frustration sur le main event sur toi, bah parfois, tu vois, c'est peut-être pas forcément aussi évident de gérer ça. Donc encore une fois, alors le temps était long, le show n'est pas forcément comme on le voudrait, et là du coup tu te dis putain, j'ai pas le droit à l'erreur et tout. Donc là honnêtement, ouais, c'est pas évident, quoi. bah, le truc, c'est que ça m'est arrivé sur deux, trois galas, de commencer le show. L'ambiance prend avec du mal. Tu fais le premier combat, ça prend pas. Deuxième combat, ça commence à prendre, mais l'ambiance est vachement basse. Troisième combat, allez, t'arrives à mi-show, tu te dis, waouh, ah ouais, l'ambiance, la foule est si éteinte que ça. Tu te dis, ouais, là, ça va être chaud de les faire bondir et tout. Puis là, quand t'es presque à la fin du show, que t'as un ou deux combats d'avance qui arrivent à les faire soulever et tout, et que là, que c'est à ton tour et tout, que dès que tu rentres, tu vois qu'ils sont à la limite éteints, tu te dis, ouais, là, il y a un gros enjeu, quoi. Donc, je suis le dernier combat de la soirée, faut que j'arrive à les faire crier et tout, faut que j'arrive à mettre l'ambiance et tout. Mais après, des fois, on n'y peut rien, c'est le jeu. Mais quand tu fais ton combat, que tu arrives à la fin de ton combat et tout, que tu entends que ça applaudit et tout, mais qu'il n'y a pas plus d'ambiance que ça, je veux pas dire que t'es dégoûté, le gars il fait ce qu'il peut, mais des fois c'est décevant, quoi. Tu te dis putain, tu fais le maximum que tu peux, t'es là pour leur faire plaisir et tout, et tu vois que la crème apprend pas, et c'est décevant, quoi. Donc tu sais pas si c'est toi qui as merdé, si c'est
le show qui a merdé, si c'est la foule qui était pas au rendez, qui était là physiquement, mais qui était ailleurs en même temps. Dans ces moments-là, tu te dis, ouais, bah là, qu'est-ce qui a merdé en fait? C'est quoi le problème? Est-ce que je continue malgré ce qui s'est passé, à savoir que ça risque de se reproduire sur d'autres choses? Est-ce que je continue à catcher? Est-ce que je m'arrête et tout? Bah, des fois, tu te remets en question. Ça m'est arrivé hein, de me remettre en question sur des shows où c'était éteint. Mais je me suis dit non, je peux pas arrêter de catcher comme ça. Et puis vu ce que je suis en train de devenir, je me suis dit non, j'ai trop de projets pour le perso Ragnar. Donc non, non, malgré la foule qui est pas au rendez-vous, je continuerai à catcher. Je sais qu'il y aura des foules qui seront au rendez-vous et ça sera un kiff. Mais non, non, juste pouvoir monter sur le ring et quand la foule est là, pouvoir les faire crier, les entendre huer et tout, juste pour ce plaisir-là. Non, non, je j'arrêterai pas de catcher malgré que ce soit une salle entre guillemets éteinte, quoi. Donc, T'as déjà assisté ou justement vécu un imprévu lors d'un gala, je sais pas, un événement que t'as vu ou que justement t'as vécu et qui ne devait pas se passer comme ça parce que dans les coulisses, il doit se passer pas mal de choses, dont des imprévus. Et comment tu gères ça ou comment vous gérez ça en interne le plus rapidement possible? le truc que j'ai vu, que j'étais sur le show, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'était un match un triple menace par équipe pour les titres du club justement. C'était les aspirants au titre. Une des deux équipes, un des quatre gars, justement, adverses qui s'était blessé. Et justement, ils ont réussi à reprendre le cours du match. Mais en fait, nous, en interne, en tant que catcheur, on l'a vu que ça avait merdé. Le public, je sais pas s'ils l'ont vu. Mais le catcheur qui était sur le ring, tous les catcheurs l'ont vu. Même le catcheur blessé. Il a tilté que lui, le problème, c'était lui le concerné, il a tilté que ça allait pas, mais je veux dire, le gars qui était sur la corde, à ce moment-là, c'était Griff. Et Griff et Panda, les champions à ce moment-là de l'ECL, qui sont encore actuellement champions de l'ECL. Et c'était eux contre Toxic Alpha, contre anciennement, j'ai bouffé leur nom, désolé les gars si vous regardez la vidéo de votre équipe. Et bah du coup, c'est cette fameuse équipe, il y a un des deux qui s'est blessé, et justement, c'est Griff va pour sauter, il fait comprendre à l'arbitre que ça va pas, donc du coup, ils renchaînent par derrière, ils s'en prennent au Toxic Alpha, et puis ils font leur prise de finition, victoire de Gomes et Griff, mais voilà, il y a eu un couac dans le match, il y a eu une blessure, et ça, le public l'a peut-être pas vu, mais nous, en interne, après, quand ils sont revenus derrière, on a vu qu'il y a eu une blessure, quoi. Ça aussi, Et c'est voilà. compliqué à gérer quand on est jeune et quand on débute des situations comme ça. Alors, même que quand tu le disais, hein, c'est pas toi qui l'as vécu, mais je veux dire, c'est compliqué, tu penses, de gérer ce type de choses, même si t'es pas le promoteur? Je pense que personnellement, dans ces moments-là, je voudrais pas être le promoteur, mais je pense que dans ces moments-là, ouais, c'est une grosse responsabilité. Tu dois avoir tellement de trucs qui se passent par la tête. Quand tu évoques, t'as un catcheur qui se blesse et tout pendant le show, ouais, tu dois avoir tellement de trucs qui te passent par la tête. Et personnellement, j'aimerais pas être à la place du promoteur quand je vois qu'il y a un des catcheurs qui se blesse en règne à moi, pardon, quoi. Mais Si ouais, je... c'est une grosse Ouais, ouais, vas-y. responsabilité. Si jamais je te demande quel est l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs que tu as fait jusqu'à maintenant, tu me réponds quoi? L'un des pires matchs, l'un des pires matchs. Ouais, des pires matchs, je pense que c'était mon match quand j'étais champion par équipe contre Toxic Alpha et Smog. J'ai, je sais qu'on n'a pas le même niveau que eux, ils catchent quasiment tous les week-ends. Nous, on catch dès qu'on a des shows, dès qu'on a des dates. Donc, c'est un peu moins que eux. Mais face à des mecs, entre guillemets, professionnels, si je puis dire, vu qu'ils catchent quasiment tous les week-ends, ce jour-là, je me suis pas senti à la hauteur et je l'ai dit à mon président à la fin, au retour vestiaire, je lui ai dit, j'ai fait de la merde, ça, je peux pas, tu décides de ce que j'ai pu produire, ce que j'ai pu faire, alors que je sais très bien ce qui est capable de mieux et pour un match de championnat, j'ai été déçu, quoi. Donc,
Donc mon pire match c'était ça, et puis mon meilleur match c'était je crois que c'était à Beaugency contre dernièrement Nesta. On va revenir justement à propos de ça par la suite. On va en revenir pour un match de championnat justement. Donc c'était contre Nesta. Ça faisait un petit moment que je tournais autour et c'était le champion à ce moment-là de l'ECL et je voulais lui mettre la main dessus et ce jour-là j'ai pu lui mettre la main dessus avant l'heure et j'ai réussi à avoir un combat contre lui donc c'était l'un des mes meilleurs matchs et je me suis régalé à lui faire mal quoi donc voilà mais le meilleur match c'était celui-là et le match pour moi qui était décevant pour moi c'était le match de championnat contre Toxic Alpha quoi. Comme tu disais tout à l'heure, toi, c'est le heal parfait, c'est ce que t'aimes. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe un peu ta relation avec le public après tes combats. Est-ce qu'ils arrivent à te huer comme tu le souhaites? Est-ce que tu as des retours? Parce que tu parlais hein, qu'ils avaient vu un peu une amélioration, mais est-ce que tu as quand même des retours positifs ou négatifs? Parce que ça se peut aussi, hein, tout est bon à prendre et tout, mais est-ce que tu as eu des retours des fans qui étaient sur place sur toi? Il y a une dame qui était revenue, c'était une adjointe au maire qui était venue me voir lors d'un show, je ne saurais plus lequel, je saurais plus dire quel show. Elle était revenue avec un enfant que j'avais vu pendant des shows juste avant. Et quand j'étais champion, à ce moment-là, j'étais encore champion. Et là, elle était revenue au fameux show justement contre Heracles et Smoke que j'ai perdu les titres. Et elle m'avait dit félicitations pour votre match, vous vous êtes bien battu, bien défendu et tout. C'est dommage, vous avez perdu, mais bon, c'est le jeu. Mais sinon, vous m'avez fait plaisir et on a passé une bonne soirée et bonne continuation. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Comme quoi, je pensais être tué, mais finalement, la dame, elle a compris que c'est du sport spectacle. Donc du coup, elle était très contente et elle était très, très contente de sa soirée. Donc, voilà. Et oui, il y a des gens qui sont contents de venir nous voir et ils savent, quand je suis dans mon personnage pendant le show, ils savent très bien que je vais être heal, donc ils rentrent dans le jeu et ils vont tout faire pour jouer avec moi. Justement, quand le public joue avec moi, je joue avec eux. Et quand la fin du show vient à se terminer, justement, c'est là que le Ragnar méchant reste méchant, mais un peu moins pour venir parler avec les gens et tout. Mais les gens sont souvent convaincus. Mais bon, au final, il y en a qui m'ont dit on t'aime pas, mais ton personnage nous fait quand même. Donc c'est pour ça qu'on te revient te voir. Et ça, c'est chaque show, c'est les mêmes personnes normalement qui reviennent nous voir. Donc c'est super plaisant. Quoi. C'est important pour toi de prendre du temps avec tes fans? Ouais, j'aime bien justement voir que j'évolue. Et c'est toujours ce que j'ai rêvé étant fan d'aller voir moi mes catcheurs à la fin du show, ça me faisait super plaisir parce que quand j'ai vu ce qu'ils procuraient sur ring et à la fin pouvoir avoir une dédicace de leur part, j'étais super content. Donc à l'heure actuelle, ça me fait plaisir de rendre l'appareil à des enfants, à des personnes. J'ai vu des personnes handicapées, j'ai vu des petits, mamies. J'ai même vu des familles de catcheurs, donc ça m'a fait plaisir de rendre l'appareil aux fans qui viennent nous voir faire des tours. Ici, depuis ton premier passage, j'ai pu avoir de nombreux catcheurs et catcheuses qui sont passés, mais notamment, comme on les appelle ici en France, nos cousins québécois. Et certains me disaient, parce que moi, je leur ai déjà dit un peu, des fois dans certaines, certaines interviews que parfois, tu vois, je suis un peu frustré parce que parfois j'aimerais bien pouvoir avoir une photo ou un autographe, tu vois, d'un catcheur en particulier. Et c'est vrai que je suppose que tu as dû le remarquer, parfois certains catcheurs n'ont pas le temps à la fin des shows parce qu'ils doivent être autre part le lendemain ou quoi que ce soit. Donc parfois donc je trouvais ça dommage. Et il y a beaucoup
de catcheurs, en tout cas du côté là-bas, enfin du Québec et tout, qui m'ont dit qu'ils ont vu quelque chose, et ça en tout cas je trouve que c'est assez original et que je trouve qu'on n'a pas en France et que ça devrait se développer. Dis-moi un peu ce que toi t'en penses en tant que catcheur. Parfois tu vois pendant l'entracte, je sais qu'il y a certains catcheurs qui savent qu'ils ne seront pas là, tu vois, enfin après le show, qui prennent justement le temps de l'entracte, tu vois, pour aller signer des autographes, faire des photos, comme ça au moins ils savent qu'ils ont pas le temps après le show, donc dès que le show il est terminé, bah tu vois, ils peuvent partir et avoir moins de déçus que le fait qu'ils ne sortent pas après un combat. Est-ce que toi ça peut être, si jamais un jour t'as pas le temps après un combat et tout, ce qui peut arriver et tout, est-ce que ce concept là de sortir pendant l'entracte, est-ce que tu trouves que c'est bien, est-ce que tu trouves que c'est original, est-ce que tu avais déjà vu ou entendu parler de ça ou pas du tout? Vu, oui, car il y a la Rix Catch qui était venue à Dreux D'accord. lors d'un show que j'ai pu aller voir. Lors d'une entracte, justement, il y a eu Jacob Vadok qui était venu pour les dédicaces. Il y a eu Jean-Michel, il y a eu Kevin Valdez, il y en a eu plein lors de cette soirée-là. Mais ouais, tous ceux, en gros, si je puis dire, qui sont passés en première partie, qui ont pu venir pendant l'entracte, ils sont venus. Après, il y en a de la première partie qui sont venus à la fin du show, mais ouais, en première partie, il y en a pas mal de catcheurs qui sont venus et je pense que ça fait plaisir parce que grâce à ça, j'ai pu voir aussi à Rix le nombre de fans qui sont venus pendant l'entracte, hormis tout ce qui était buvette et tout. Voir les catcheurs, passer du temps avec eux, j'ai remarqué que ça faisait comme si en fait c'était la fin du show, sauf qu'en fait il y avait encore plein d'autres catcheurs qui allaient venir. Et je pense que ça peut être intéressant à venir dans le catch que ça se produise. Après, pour ma part, si ça doit se produire, j'en parlerai. Je prendrai pas l'initiative moi personnellement. J'en parlerai avec le promoteur ou le président du show qui gérerait ça. Mais si j'ai son accord, pourquoi pas, oui. Ok. Non, mais parce que tu vois, pour moi, je pensais que ça c'était vraiment un truc qui s'était jamais fait, tu vois, en France. Parce que moi, honnêtement, après, si tu me dis que toi, t'en as déjà vu, mais moi, honnêtement, hein, je te dis vraiment le plus honnête possible, dans tous les galas que j'ai fait, j'ai jamais vu ça se faire. Et c'est pour ça que quand justement certains Québécois m'ont dit ça, c'est pour ça que j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas con, en fait, comme idée. Donc honnêtement, mais en tout cas, si tu me dis que ça se fait en France, il y a pas de souci. Je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui du kayfabe avec l'explosion des réseaux sociaux? À l'époque, les réseaux sociaux c'était, enfin, ça n'existait pas et tout. Aujourd'hui, maintenant avec tout ce qui est réel et tout, on sait tout ce qui se passe hein, sur les réseaux sociaux. On sait qui est ami avec qui, on sait qui déteste qui réellement, malheureusement. Mais je voulais savoir un peu, toi en tant que catcheur, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du kayfabe? Est-ce que pour toi il est toujours existant? Est-ce qu'il est complètement mort? C'est quoi ton regard là-dessus? Pour moi, après, pour moi, à l'heure actuelle, il est encore actif. J'ai l'impression qu'il est un peu moins présent qu'il était une période. Mais dire qu'il est totalement mort serait mentir. Mais j'ai l'impression qu'il est moins présent que fut une période, quoi. Après, c'est mon opinion à moi. Il y a peut-être d'autres catcheurs qui vont dire que, au contraire, il est bien encore ancré à l'heure actuelle et que il est pas mort. Mais mon impression à moi, ouais, j'ai l'impression le kayfabe est encore actuellement présent, mais comme au tout début que le catch en France a commencé, quoi. Bah, c'est exactement ce que je veux savoir. Moi, c'est vraiment ton opinion à toi parce que c'est ton interview. Donc, si toi tu penses ça, il y a aucun problème là-dessus. Et pareil, je voulais savoir tout. Est-ce que un jour il y a eu un moment où, par exemple, parce que tu vois, on entend tout et n'importe quoi, malheureusement, surtout en plus là en ce moment. Alors, on va pas citer des noms, mais en tout cas, à l'heure où on tourne,
cette vidéo, il y a pas mal de choses, hein, je pense que tu as dû voir qui ont circulé et tout, sur certains catcheurs et tout. Est-ce que toi, que ce soit au niveau des catcheurs ou au niveau des fans, est-ce que des fois, tu as déjà vu des choses, sans citer bien sûr hein, la personne ou le lieu que ça s'est passé, mais est-ce que tu as déjà vu des choses qui t'ont un petit peu surpris ou choqué dans le monde du catch? Parce qu'on sait très bien que c'est pas le pays des bisounours, mais est-ce que tu as déjà vu des choses qui t'ont choqué? Euh, Là, à l'heure actuelle, non, mais après, ouais, il y a des choses qui ont pu me choquer, mais après, ça fait partie du scénario. Donc, ouais, sur le coup, ça paraît choquant, mais c'est totalement prévu. Après, en dehors de la storyline, j'en ai pas vu. Sur les réseaux sociaux, encore à l'heure actuelle, les fédérations françaises, j'ai vu beaucoup de choses et je suis surpris de ce qui a été dit par certains catcheurs dont je ne dirai pas le nom et je suis surpris de ces personnes-là alors que j'ai été les voir entre eux. Et WPE, mais je ne dirai pas les noms, je pense qu'il y en a qui vont savoir s'ils regardent tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais venant de ces personnes-là, ouais, je suis surpris à l'heure actuelle qu'ils prennent du recul à cause de ça, mais bon, c'est... Hormis storyline, non, j'en ai pas vu, mais dans la storyline, c'est choquant, c'est drôle, mais c'est le jeu, quoi. Est-ce Mais que sinon, tu... non, non. Non, non, mais vas-y, excuse-moi. Mais sinon, ouais, je vais me répéter, mais sinon, non. Hormis le jeu et tout, non, non, en dehors de la storyline, j'en ai pas vu, mais c'est vexant, je sais pas si ça serait le bon mot, mais ouais, un peu décevant de voir ça sur le catch français, de voir ça sur les clubs français, que les décisions qui sont obligées d'être prises par rapport à certains catcheurs, quoi. Est-ce que, pareil, encore une fois, tu vois, on n'était ni présent, ni toi, ni moi, donc du coup, on peut juste supputer, comme on dit, tu vois, on peut avoir un avis, qu'on soit d'accord ou non, mais est-ce que parfois, t'as pas un peu aussi l'impression, surtout en plus avec l'explosion aujourd'hui des réseaux sociaux, qu'on accuse parfois à tort c'est certaines personnes ou parfois justement à raison. Mais tu vois, des fois, j'ai l'impression que on va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Un tel a dit ça. Donc aujourd'hui, le fait que, tu vois, il y a le MeToo qui a explosé pour les femmes et d'ailleurs, parfois, ça peut être positif comme parfois, désolé du terme, mais t'as beaucoup de femmes qui profitent de ça aussi pour se lâcher sur certaines personnes. Donc parfois, tu vois, t'as un peu ton cul entre deux chaises. Parfois, tu te dis c'est bien et c'est ce qu'il faut faire. Il faut dénoncer ce genre de choses. Mais parfois, tu te rends compte que bah c'est vraiment du pipeau total. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'on accuse, et encore une fois, hein, sans donner ton avis sur les différentes choses, mais juste toi, de ton point de vue en tant que catcheur, est-ce que tu trouves pas que parfois, on accuse aussi les gens un peu à tort sans véritablement faire de recherche? Ah bah, justement, je reprends tes mots. Justement, le problème est là. C'est que certains catcheurs sont des fois accusés à tort d'avoir dit certaines choses, alors que de base, la chose en question n'a pas été dite. Ou ça a été déformé. Le catcheur l'a dit d'une certaine façon, ça a été déformé, amplifié. Donc, du coup, ça a été répété à Pierre, Paul, Jacques, machin, jusqu'aux grosses fédés. Et forcément, dès que ça a été une grosse fédé, tout de suite, ah, bah, machin a dit ça, il s'est passé ça, machin, machin. Et tout de suite, ça balance sur toutes les plateformes et jamais, à aucun moment, on s'est dit, attends, on va calmer le jeu, on va aller demander au catcheur de base d'où vient le problème, si savoir déjà lui ce qu'il a réellement dit et savoir si ces mots-là qui ont été dits et écrits, savoir si c'était vrai. Et personne, généralement, on va demander la vraie version au catcheur ou à la catcheuse. Je pense qu'il y a des catcheuses aussi qui sont concernées, mais c'est ça qui est malheureux. En tant que catcheur, j'espère pas le vivre, mais si je viens le vivre, je vais préserver mon côté personnel et côté catcheur, faire la différence entre les deux. Mais si ça vient à se passer pour ma part, ouais, je vais faire la part des choses. Mais les gens, maintenant, la France, maintenant, c'est ça. Et je le vois en dehors du catch, désolé de faire une aparté du catch, mais généralement, je le vois beaucoup en dehors du catch et ça parle, ça parle, ça parle. Et quand tu vas voir les gens, oui, mais en fait, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Tu vas voir la personne, tu lui dis, bah, apparemment, t'as dit ça, 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 ça. Et le mec, il dit, bah non, j'ai juste dit ça, en fait. Hmm.
D'accord. Ouais. Donc finalement, en fait, dans le catch, c'est la même chose, c'est que ça parle, mais en fait, ça retourne pas vers le point de départ, quoi. Ça va directement vers la ligne d'arrivée. Je suis au plus court, mais ça retourne pas au point de départ avant d'aller à la ligne d'arrivée. Donc forcément, bah, il y a des catcheurs, je sais pas si ça arrive à l'heure actuelle, mais qui sont obligés d'arrêter parce que ça prend des ampleurs énormes. Et voilà, mais j'espère au plus vite que ça va s'arrêter de prendre des ampleurs phénoménales et que les gens vont se remettre en question avant d'augmenter la chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, enfin, je suis désolé de parler de ce genre de choses. Tu vois, c'est pas à mon habitude. Et honnêtement, franchement, c'est vrai. Tu vois, c'est pas du tout à mon habitude, surtout aujourd'hui dans mes interviews. Mais j'avais besoin, tu vois, d'en parler. Et surtout, tu vois, que ce soit avec toi ou que ce soit avec une autre personne. Hein. Peut-être que dans une de mes prochaines interviews, je vais en parler ou non. Mais c'est vrai que tu vois, j'avais besoin, tu vois, d'en parler à l'heure actuelle. Et le fait, tu vois d'avoir toi en tant que catcheur et d'avoir aussi toi ton regard également, tu vois, je trouve que c'est très important. On n'a pas pris la défense soit des accusés ou des accusants, hein. On est là vraiment pour donner notre point de vue. On n'est ni juge ni un tribunal, mais au moins on donne notre avis de ce qu'on pense et tout. Moi en tout cas, je trouve que parfois avec ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu voir, parfois on accuse les gens malheureusement à tort, puis après on se rend compte et on a tellement détruit cette personne que parfois cette personne-là a du mal à se remettre en avant ou parfois change complètement de cursus et on va même pas s'excuser et parfois du terme t'as vraiment des fils de pute, hein, faut appeler un chat qui ont fait certes certaines choses et qui voilà malheureusement il s'est passé des choses. Après tu vois, ça, la justice a réglé ça. Nous on n'est pas la justice, mais voilà, en tout cas merci d'avoir pris le temps de te répondre. On arrive au niveau des questions les plus compliquées de l'interview. Alors si là tu vas me dire si ça c'était pas un sujet compliqué, ça l'était plus ou moins, mais là on va rentrer une nouvelle fois dans le vif du sujet avec toi. Est-ce que tu es prêt? Oui, c'est bon. Je voulais savoir, est-ce que même si ça fait pas énormément longtemps que tu es dans le monde du catch, mais est-ce que parfois tu as eu des moments de burn-out, un peu des remises en question par rapport au catch? Est-ce que parfois tu t'es déjà dit, est-ce que j'ai fait de bons choix de m'être lancé dans le catch ou justement, t'en as pas eu? Une fois, à un moment, ça m'est arrivé, pas des burn-out, mais d'être vachement bas dans tout ce qui était entraînement, production et tout, sourcing et tout, que mon président me l'a dit. Ils m'ont dit oui, bon, Ragnar, c'est pas ce que je connais de toi, c'est pas ce que tu peux produire sur ring. Les derniers shows, c'est pas ce que tu es capable, c'est pas ce que tu peux donner la meilleure de toi. Il m'a dit, il faudrait que tu te ressaisisses, il faudrait que tu reviennes au tout début de l'arrivée de Ragnar, il faudrait que tu te ressaisisses. Et là, lors des 2 derniers shows, 3 derniers shows, j'ai pris en considération ça et j'ai remis un coup de boost, c'est reparti. Bon, là, on est en fin d'année. Ragnar s'est un peu relâché, un peu beaucoup. Le président m'a envoyé 2, 3 petits pics en me faisant rappeler. Ouais, c'est pas grave, désolé. Et donc, du coup, oui, c'est pour ça que là, je suis revenu. Hier j'étais à l'entraînement, donc je suis revenu bien. Et puis là, voilà, à partir de là, ça va repartir et on va se reconcentrer, relever la tête. Et puis on va repartir et on va chercher des bonnes choses qui nous attendent pour la suite. C'est compliqué de se remettre en question parfois, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir tellement un humeur de merde, un regard tellement merdique que parfois de se remettre en question soi-même, c'est compliqué parce que tu vois, parfois moi je remarque aussi que parfois on se demande un peu pourquoi une structure, un endroit ne fonctionne pas. Parfois ça peut être nous le problème, mais on n'arrive pas à se l'avouer. Et parfois, ça peut être également aussi la personne. Mais est-ce que pour toi, tu dirais que c'est un peu compliqué parfois
que ça soit en tant que catcheur ou que ça soit en tant que personne dans la vie de tous les jours. Je souris parce que j'imagine les personnes qui te connaissent bien et qui va se dire attention, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Et est-ce que justement c'est compliqué de se remettre en question par moment? Bah, des fois, ça m'est arrivé. Il y a des moments de flottement qui m'arrivaient et des fois je me posais la question si le problème que le club rencontrait, si ça venait pas de moi, savoir si ça venait de moi, si ça venait pas de moi, si ça venait de l'ensemble du club qui faisait qu'on s'y prenait mal, savoir s'il y avait plus haut dans les shows, on avait merdé, du coup ça avait du mal à prendre, la mayonnaise avait du mal à prendre pour la suite, savoir si c'est les réseaux sociaux, qu'on s'y prenait mal avec les réseaux sociaux pour que ça fasse avancer les choses. Mais ouais, des fois ça m'arrive, quand je vois que ça bloque à un endroit, des fois je me dis, non, mais je crois que c'est moi en fait qui fait que ça bloque. Et beaucoup de fois, je me suis remis en question et j'ai la chance et j'ai le courage encore d'avoir les épaules solides et de me dire, bon allez, Ragnar, t'arrêtes de te dévaloriser, t'arrêtes de te mettre la tête sous l'eau, là, c'est pas toi le problème. Tu sais ce que tu vaux, donc t'essayes de trouver une solution, peut-être tes collègues, peut-être tes camarades, peut-être ton président, peut-être tout le monde. Tu fais ce que tu peux et ensemble, on va réussir à débloquer la situation. Donc, ouais, des fois je reste sur mon sort, mais ça va que j'ai du monde autour de moi, aussi bien ma conjointe que mon président. Quand ça va pas, des fois, je lui dis que j'ai des coups de mou, donc du coup, il arrive à me rebooster. Même ma famille, des fois, ils arrivent à me rebooster. Donc, je remercie toutes ces personnes-là autour de moi. Aussi bien, même mes collègues de catch, pardon, mes collègues de travail arrivent à me rebooster au travail. Donc voilà, ils arrivent à me redonner le sourire dès qu'on parle de catch et tout, que je commence à limite, désolé du terme, à tirer la gueule au travail, juste parce que ça se passe mal des fois pour les shows et tout. Ça a du mal à avancer, des fois sur la gueule, eux ils arrivent juste à me vanner sur un match ou sur des choses que Reinhardt serait incapable de faire. Juste ça me rebooste et ça me fait avancer. Puis du coup, là, je vois qu'au bout d'un certain temps, le problème se débloque et c'est reparti, quoi. Mais ouais, j'arrive facilement, avec du mal, mais j'arrive plus facilement à me sortir la tête de l'eau et à repartir de l'avant, quoi. Le syndrome de l'imposteur, tu l'as et comment est-ce que tu le gères? Est-ce que parfois t'as l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, ça dépend ce que tu entends. Dans le catch, par exemple, est-ce que parfois tu te dis, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je mérite vraiment d'avoir ça? Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que tu vois, as eu les titres par équipe. Est-ce que et puis parfois tu vois, tu t'es retrouvé, comme tu disais tout à l'heure, avec une équipe beaucoup plus expérimentée. Le fait qu'ils sont là en train de travailler, chaque week-end, alors que toi, bah, tu fais comme tu peux et tout. Est-ce que parfois, tu as un peu justement avoir le syndrome de l'imposteur par rapport à ça? Bah, syndrome de l'imposteur, non, parce que c'est moi, en fait, c'est moi qui l'ai voulu. Donc, généralement, quand je veux un truc et qu'il arrive, des fois, des trucs comme ça, je l'assume. Je porte, je porte le poids sur mes épaules, si je puis dire. J'assume les conséquences et voilà. Après, si je commence à douter, à me dire oui, et finalement c'est moi le problème et tout, est-ce que je vaux vraiment le coup, est-ce que c'est moi le problème et tout, là oui, par contre je commencerai à me prendre du recul, mais sinon jusqu'à maintenant les problèmes j'ai réussi toujours à faire face et j'ai réussi à prendre les problèmes de face et à les affronter, quoi. Donc non non, le syndrome de l'imposteur, non, je ne l'ai pas et pour le moment j'arrive à le supporter, quoi. Euh, Tu dirais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le catch t'a apporté? Le catch m'a apporté depuis la dernière interview, j'avais dit que ça jouait, ça me canalisait, donc à l'heure actuelle, m'a canalisé encore plus. Je suis devenu largement plus calme qu'avant. Sinon, de base, j'étais une boule d'énergie, une boule de nerfs surtout. Donc, du coup, en gros, si je peux dire, ça me défoule. Là où je peux me défouler, en fait, c'est sur les combats. Les combats, les entraînements, ça me permet de me défouler, de rentrer et fatigué, avec de la bonne fatigue. Et ouais, ça joue beaucoup sur ma concentration, sur tout ce qui est énergie. Ça permet
que je sois concentré à ce que je fais et à me permettre de me défouler aussi dans la vie de tous les jours que je peux pas faire sur certaines choses. Bah, le catch fait partie des choses où on m'autorise gentiment à me défouler sur les personnes, quoi. Voilà. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais justement au Ragnar lors de la première interview? Alors, qu'est-ce que je dirais au Ragnar de la première interview tu... Tes débuts seront pas faciles. Tu vas pas souvent avoir confiance en toi, mais continue. Il y a des titres qui t'attendent et tu t'en feras pas déçu. Ok. Et au Ragnar petit? Au Ragnar petit, quand j'étais au Ragnar qui n'a pas commencé le catch, continue à rêver catch. Un jour, tu en feras ta passion. Et un Ok. jour, tu seras dans le monde du catch. Qu'est-ce qui est compliqué selon toi en étant catcheur? Ce qui est compliqué, c'est. Je vais y revenir, et ça, tu as dû l'entendre par pas mal de catcheurs, que les fans et d'autres personnes autour disent le catch, c'est du faux, c'est du chiquet, les coups sont pas portés. C'est ça qui. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça m'agace, mais j'essaye de prendre sur moi et j'essaye de le faire comprendre, en fait, de faire comprendre à beaucoup de monde que le catch, c'est du sport. C'est réel. Il y a beaucoup de monde qui ont du mal à comprendre ça, mais le catch est un sport, tout comme le judo, la boxe et tout. Le catch est un sport. Certes, c'est bien pour ça qu'on dit du sport spectacle. C'est en même temps du sport et du spectacle. Mais le catch est bien un sport et les coups ne sont pas faux. Pour avoir été blessé à la fin de certains shows, je vous avertis que c'est pas du faux et je vous laisse aller voir sur mon Instagram qui sera en fin de vidéo. Dylan vous le mettra. Vous verrez mon dos et certaines parties de mon corps que le catch c'est pas faux. Voilà. Et pareil, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué, pareil, en étant catcheur, d'être en couple? Pourquoi je parle de est-ce que c'est compliqué par rapport au niveau, et je pense que tu vois un petit peu là où je veux en venir, mais tu parlais tout à l'heure le fait que tu as fait des stages. Est-ce que par exemple, demain, si tu as le budget, parce que c'est aussi une question de budget, mais est-ce que le fait de t'exporter, est-ce que ça aussi, c'est des choses qui pourront un petit peu te bloquer, tu vois? Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être en couple dans le monde du catch et tout, mais est-ce que parfois avoir des projets aussi et de pas être aussi également si présent pour sa compagne, est-ce que ça aussi c'est compliqué? Bah là, en tant que catcheur amateur, c'est possible d'aller catcher à l'étranger et tout. Quand je vois qu'il y a un catcheur, désolé, j'ai bouffé son nom, mais qui a vécu au Mexique, qui catch au pays de la lucha libre, ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'il catch là-bas et qui arrive à en vivre. Étant en couple, pour ma part, je dis pas que ça serait impossible, mais je pense que aller catcher à l'étranger pendant un certain temps, sans revenir voir ma famille et voir ma conjointe et tout, je pense que je pourrais pas. Un aller-retour, c'est pas possible. Faut mieux y aller sur plusieurs jours, mais y rester une semaine ou deux, ça serait trop long et j'aurais qu'une envie, c'est de rentrer. Donc du coup, en fait, le déplacement que j'aurais fait, en gros, n'aurait servi à rien, quoi. Donc, à l'heure actuelle, là, maintenant, partir à l'étranger, faudrait que j'y réfléchisse vastement à l'avance et qu'on me propose vachement de temps avant pour que moi, de mon côté, perso, en tant que catcheur et hors catcheur, que je puisse me mettre en question et voir avec les gens qui m'entourent s'ils seraient Qu'est-ce prêts qu'on à fait? accepter et comment on peut organiser ça pour que ça se passe bien, quoi. Ok.
Pareil, on arrive à la question la plus compliquée de l'interview et ça va la conclure hein, parce qu'on est bientôt on a un peu plus d'1 heure de vidéo, donc tu vois, c'est comme passé assez vite et je te remercie en tout cas pour cette interview. Je vais te donner une baguette magique. Ok, tu as l'opportunité de faire apparaître 3 catcheurs de ton choix. Ça peut être des catcheurs qui sont morts, qui sont toujours en activité. Bref, si tu avais l'opportunité d'affronter 3 catcheurs de ton choix, qui ça serait pour toi et pourquoi? Le premier, ça aurait été John Cena. Après, ça serait Brock Lesnar. Et le deuxième, à l'heure actuelle, Galaxy Warrior, mais un que je ne supporte pas à l'heure actuelle, et c'est casse ça, c'est Gunther. Oh! John Cena, parce que je l'ai connu, c'est grâce à lui surtout que j'ai connu le tout début du catch. C'est le Cena prototype hors WWE. Donc le Cena, le tout premier match de John Cena face à Kurt Angle, qui lui demande son prénom et qui lui dit face à face My name is John Cena et qu'après il décroche tout droit. Donc voilà, donc Cena, le Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar qui s'en prenait à toutes les superstars et tout, je pouvais plus supporter, j'avais aucune envie, c'est de me le faire, et si j'aurais eu l'occasion avec la baguette magique de me le faire, je me le serais fait plus tôt. Et le Gunther, parce qu'en fait, ce personnage-là m'insupporte et j'ai envie de redescendre sur Terre, en fait. Et c'est un personnage que je peux pas voir, et en fait, il prend trop vite la grosse tête, et dès qu'il peut rabaisser quelqu'un et envoyer quelqu'un, surtout quelqu'un à la retraite, il prend la grosse tête et simplement Gunther m'insupporte. Juste le personnage Gunther m'insupporte. En dehors, je sais que c'est un gars cool, mais le personnage Gunther m'insupporte clairement. Donc, ça aurait été avec un plaisir que Reinhard le fasse redescendre de son piédestal. Je veux juste faire une parenthèse, juste, mais vraiment très rapidement par rapport à ça et tout. C'est bien, en tout cas, ce que tu viens de dire, de savoir comparaître entre le catcheur et l'homme, parce que je sais pas si t'as vu, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, hein, parce qu'elle sortira en 2026, je sais pas quand exactement, mais en tout cas elle sortira en 2026. Est-ce que tu as vu la haine qu'a eu Gunther et tout, et c'est incroyable. Il a même dû être escorté, et ça je crois que c'est l'une des premières fois que ça arrive hein, du côté de la WWE, en tout cas de mes souvenirs, mais je crois que c'est l'une des premières fois où un catcheur a dû être escorté par la sécurité jusqu'à sa voiture et tout, parce que tout le monde l'avait détesté, enfin avec ce qui s'est passé avec John Cena et tout. Et attention, hein, faut pas croire que dans les coulisses il faisait des fucks à John Cena ou quoi que ce soit. Je suis sûr c'était l'un des premiers à chialer et à plus ou moins accepter le fait que ça soit lui le dernier à mettre un terme à la carrière de John Cena. Je préfère faire une parenthèse parce que t'as des gens qui, tu vois, comme toi, comme moi, sommes des véritables fans de John Cena, que nous comprenons ça aussi. Faut savoir un peu faire aussi la parenthèse entre les choses. Et quand tu vois que, parce que ça aussi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quand tu vois que des personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai pu faire des vidéos se font insulter par rapport à ça, mais se font insulter réellement par rapport à ça avec des menaces de mort ou autre, parce que on encourage Gunther, ou parce que voilà, on dit que John Cena aurait dû perdre pour son dernier match, parce que à quoi ça sert d'avoir une victoire dans ton dernier match de retraite? Ça veut dire qu'en gros t'as besoin de prendre ta retraite, tu vois. Tu peux, si tu perds pas, pour moi, tu vois, le match de ta retraite, ça sert à rien de prendre ta retraite. C'est-à-dire que tu vois que tu peux encore continuer, tu vois, un peu des choses comme ça et tout. Et c'est vrai que moi je prends vraiment à cœur ce genre de choses, tant que ça m'atteint pas moi personnellement, tu vois, je m'en fous. Mais quand je vois que, tu vois, que ça atteint des personnes que j'apprécie, des personnes avec qui je fais des vidéos régulièrement, là ça commence un peu à me faire chier. Donc c'est pour ça que je voulais aussi passer un message, faire une petite parenthèse par rapport à ça.
Donc, Ouais. c'est pour ça pour en revenir par rapport à Gunther, quand j'ai vu le soir de Saturday Night Main Event sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu les vidéos des gens qui ont poursuivi Gunther juste pour pouvoir désolé du terme, lui défoncer la gueule pour ce qu'il a fait à Cena, je vais pas dire outré, mais j'étais dans la compréhension de me dire, mais les gens, en fait, c'est du catch. Hmm. Vous savez vraiment que c'est du faux, ou est-ce que vous êtes dans l'optique, c'est non, c'est pas du faux, et les mecs se foutent vraiment sur la gueule, et du coup, on va faire payer Gunther pour ce qu'il a fait Voilà. à Sina. Ouais, Et non, mais quand j'ai vu désolé de te couper, mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais en fait désolé, mais j'étais dans l'incompréhension de me dire ah non mais il le course pour choper le mec pour lui tomber dessus quoi. Mais j'ai l'impression que c'était un lâchage de rue comme on en voit dans tous les jours. Alors que le mec il est catcheur, c'est son métier, il en vit et là juste il sort de son personnage de catch et même en dehors de son personnage de catch, il a deux doigts de se faire défoncer s'il n'a pas 4-5 mecs de sécu autour de lui. Quoi. Pour ma part, c'est des vidéos que j'ai vues du match Sina Gunther à la fin, c'est du public, j'étais déçu quoi, mais personnellement. en tout cas, moi, je suis très content de la part de Gunther parce que c'est-à-dire qu'il a bien fait son travail. Tu vois, s'il a fait ça, c'est qu'il a bien fait son travail. Et c'est vrai que je te rejoins, comme tu dis, du coup, les gars, il faut vous mettre d'accord. Alors, du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Tu vois, c'est ça. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Et vraiment, pour conclure l'interview, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit positif ou négatif, hein, plutôt positif si c'est possible, enfin je sais pas, d'un show qui s'est passé ou de quelque chose qu'on t'a raconté et que t'as envie de partager avec nous. Après, si t'en as pas, c'est pas grave, on peut conclure l'interview là, mais est-ce que t'as une anecdote à nous raconter qui t'est arrivé ou autre à partager avec nous? Une anecdote, Lors ouais, d'un show, lors d'un voyage? c'était c'était lors de mon premier show, je crois. Là, c'était une arbitre, l'heure actuelle, qui est, qui est dans le club actuel, qui a arbitré. C'était la première arbitre féminine qu'on avait, que moi j'avais justement, que j'ai connu. Premier combat et tout, on fait le combat et tout, et d'un seul coup, je sais pas ce qui se passe. Je crois que je me relève, l'arbitre est derrière moi, elle va pour se relever, elle était sur la pointe des pieds, elle tombe en arrière. Nous deux catcheurs, on continue le match et tout. Le match est fini. L'arbitre, à la fin du show, dans le vestiaire, vient me voir. À un moment, elle se met à rigoler et je lui dis, je crois que je t'ai poussé dans le combat. Elle me fait, oui, oui, vous m'avez poussé tous les deux, j'ai pas eu le temps de me relever. Alors qu'elle venait tout juste de faire un tomber, elle était en train de se relever après le tomber. Et finalement, bah, moi, je lui complique la tâche parce que l'adversaire me pousse. Moi, je la pousse dans les cordes. Et nous, on est debout, elle est toujours en train de se relever. Donc, ouais, après avoir revu la vidéo et là, encore à l'heure actuelle, quand je retombe sur ce combat-là, j'en rigole. Ça me fait rire, mais c'est une anecdote peut-être con, mais c'est le premier combat, c'est les aléas du catch, quoi. Mais ouais, anecdote assez drôle, quoi. Donc voilà, pour un premier combat. Ragnar, je te remercie beaucoup. En tout cas pour cette interview, je crois qu'on a fait beaucoup plus longtemps que notre première interview. Je vais te laisser conclure en tout cas avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux, parce que c'est normal, on est là pour ça. Et je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci à toi pour l'interview et du coup, mes réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube, Dans la sont description. dans la description. Merci Dylan. Je tiens juste à dire un truc dans la vidéo, et ça, j'espère que ça va se faire. Lors de mon dernier combat, j'avais un match prévu, j'avais gagné le braquage match. Clooney est venu me voler mon contrat braquage match. J'ai affronté Nestor pour le match de championnat. Je vais pour gagner contre Nestor. Clooney est intervenu. Clooney me sépare de match, remporte le titre ECL. Donc là, à la rentrée, je vais pas lâcher le morceau. Je vais contacter le bureau. Ils vont me donner un match de revanche et il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse parce que moi, ce match de championnat, je ne veux pas l'accepter. Et le match de championnat, c'était mon titre. C'est mon titre et je vais récupérer. Donc, je vais contacter le bureau et je vais pas en démordre. Donc, le bureau, là, si vous regardez,
j'arrive. Je vais arriver, ça va faire mal. Donc, restez connectés, les gens là. Restez connectés. Le... Sur YouTube, vous mettez École de catch Florentin. Vous verrez, vous viendrez sur en privé sur Instagram, vous balancerez les vidéos et tout. Mais restez bien connectés parce que là, Ragnar 2026, ça va faire mal. Il a un match de championnat à récupérer et je pense que ça va faire mal. En attendant, je remercie aussi à Catch Plus, le partenaire de la WPE, pour les maillots qui vont arriver en 2026. Merci à Grey aussi, qui, grâce à lui, j'ai pu avoir ce contact-là. Donc des maillots pour 2026 et en attente de confirmation du bureau pour un match de championnat. Et ça va faire mal. Au revoir 2025, bonjour 2026. 2026, c'est l'année de Ragnar. Voilà. Bah, merci à toi, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Puis bah moi je vous dis à plus tard pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Salut, ciao.